Donc, on va conclure ce symposium. Donc, ça, c'est le dernier intervenant, M. Paul Jomas. Il est maître de conférence au département de langue des civilisations de l'Asie orientale de l'Université Paris-Diderot. Donc, en fait, il a vécu au Japon pendant combien de temps? Voilà, donc il connaît très bien le phénomène nucléaire au Japon. Il a vécu au Japon pendant très longtemps. Merci, Paul. Merci, Tokoïsa. Donc, oui, j'enseigne la sociologie du Japon à Paris 7. Je ne connais pas très bien. Il se trouve que j'avais commencé une enquête à Fukushima en 2002 sur les ouvriers du nucléaire. Et puis voilà, j'ai repris ce terrain après les événements de mars 2011. Iwata-san m'a gentiment demandé de vous représenter un exposé qu'il m'avait invité à faire, donc au colloque qu'il a organisé à Tokyo fin novembre 2000, donc de l'an dernier, 2014. Étant donné qu'il est déjà 5h moins 10, vous êtes peut-être un petit peu fatigué, et puis je voudrais essayer d'aller le plus vite possible pour qu'on ait plus de temps pour le débat. Donc je ne vais pas vous refaire toute la présentation que j'avais faite à Tokyo, et surtout je voudrais surtout vous parler d'éléments d'information plus récents qui se sont passés en fait à l'issue de cette conférence donc depuis décembre 2014. Donc, excusez-moi, je ne vais pas vous expliquer par le menu tous les diapos. Quelques photos des opérations de maintenance qui sont effectuées dans les centrales nucléaires. Donc ça c'est Fukushima Daini. Donc en temps normal, avant la catastrophe. En fait, ce qu'on appelle en français l'arrêt de tranche, Teiken en japonais, c'est le moment qu'on profite du renouvellement des barres de combustible pour effectuer toutes les vérifications nécessaires dans la centrale. Une centrale nucléaire, c'est des milliers de kilomètres de tuyaux. Il y a le réacteur et puis il y a tous les tuyaux qui sont autour. Ça aussi, il faut vérifier et souvent c'est assez contaminé. Un élément important du dispositif d'une centrale, c'est la pompe de refroidissement qui a fait l'objet de pas mal de débats après la catastrophe. Les valves, etc. Je passe. Ça, c'est parmi les personnes que j'avais rencontrées quand j'avais fait le terrain en 2002. Il était patron d'une petite entreprise. Il m'avait montré comment il falsifiait les carnets de doses et les bulletins de santé pour lui-même et pour ses ouvriers pour pouvoir continuer à travailler dans la centrale. Alors bien sûr, c'est pas la majorité, c'est pas tous les ouvriers qui font comme ça, mais disons que ce genre de pratique sur lequel il y a eu quelques reportages après la catastrophe de Fukushima était déjà monnaie courante avant la catastrophe. Et donc il s'était lui-même fabriqué un tampon pour falsifier ces carnets de doses. Les ouvriers qui ont bénéficié, enfin si on peut dire bénéficié, qui ont fait l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle parce qu'ils ont un cancer après avoir travaillé dans une centrale nucléaire, jusqu'à présent il y en a un peu moins d'une quinzaine. Et alors il y a bien sûr d'autres travailleurs, cette catégorie-là sert aussi aux radiologistes, aux médecins radiologistes, mais pour alors il y en a un peu plus, une cinquantaine, mais les ouvriers, quand on compare avec la population qui intervient dans les centrales, ça paraît peu. Pour donner un ordre de grandeur, en 2009, soit 2 ans avant la catastrophe, pour tout le Japon, il y avait près de 80 000 travailleurs sur toutes les centrales japonaises. Donc 15 pour 80 000. Et alors, 80 000, c'est pour une année. Et depuis le début des années 70, alors évidemment, on n'a pas tout de suite eu 48 ou une cinquantaine de réacteurs, mais disons, si on faisait le cumul de toute la population ouvrière étant intervenue en centrale depuis le début des années 70, ça ferait un paquet de monde. Les rares personnes qui ont tenu une reconnaissance l'ont tenue après une bataille avec le bureau du travail, les autorités sanitaires, leur employeur, et leur employeur
souvent c'est des ouvriers sous-traitants. Donc même si in fine, ça devrait être les sociétés d'électricité comme TEPCO qui devraient assumer leurs responsabilités, ils se défaussent en se reportant sur des petites entreprises. Et donc ces personnes qui ont obtenu une reconnaissance l'ont fait au bout de batailles très longues sur le plan juridique, avec l'appui de certaines associations. Alors, vous voyez, ça c'est les statistiques sur le nombre on compare le nombre d'employés salariés des entreprises d'électricité comme TEPCO, donc c'est la ligne bleue tout en bas, et en rouge, ce sont les ouvriers des entreprises sous-traitantes. À peu près les mêmes graphiques, mais pour regarder la dose collective encaissée par les travailleurs réguliers, donc la ligne noire tout en bas, réguliers, c'est-à-dire, salariés statutaires ici, des entreprises d'électricité, contre les ouvriers des entreprises sous-traitantes, la montagne grise. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appelle la catastrophe avant la catastrophe, si vous voulez. Parce que c'est complètement invisible, noyé dans une... Ça ne fait pas l'objet d'un problème public. C'est le cas pour le Japon, c'est le cas aussi pour la France, malgré les travaux de un collègue et professeur Anité Bomoni, et puis le combat de... il y a une dame qui m'a fait passer un papier, je peux faire une publicité si vous voulez. Donc le 18 avril, il y aura dans ce lieu même Philippe Billard et ses amis ouvriers du nucléaire qui interviendront. Donc voilà, je vous encourage à venir. Alors vous avez peut-être vu beaucoup dans les journaux ces images après la catastrophe où on parlait des 50 de Fukushima. Il y en avait évidemment bien plus que 50. Ce qu'on voit depuis, alors entre 2000 et 2015, on a compté environ, entre 2000 et 2014, environ, 2000-2013, environ 3000 ouvriers par jour intervenant sur le site de Fukushima Daiichi. En 2014, ça a doublé, on est déjà passé à 6000, et là, depuis janvier 2015, on voit qu'on tourne plutôt autour de 7000 par jour. Donc le nombre d'ouvriers augmente, et également le nombre d'accidents sur le site. Alors ça, c'est les chiffres officiels de TEPCO, hein, c'est 23 en 2013, 40 en 2014. Je dis les chiffres officiels parce que c'est probablement beaucoup plus, mais il y a sans doute beaucoup d'arrangements à l'amiable pour éviter que certains accidents ne soient publicisés. En mars l'an dernier, très exactement, c'était le 28 mars 2014, donc il y a exactement un an, premier accident mortel. Alors accident, il y avait déjà eu dans les premières semaines de la catastrophe des ouvriers qui avaient été très contaminés, il y a eu des morts aussi suite à des insuffisances cardiaques. Et là c'est le premier accident au sens d'une chute, disons accident classique. Ça, le chantier actuel, d'ailleurs, il est de plus en plus contrôlé par les agences les entreprises de BTP et de moins en moins par les entreprises nucléaires. Ça ressemble de plus en plus à un vaste chantier de construction ou de travaux. Ça n'a plus grand-chose à voir avec un chantier nucléaire, sauf que il faut travailler sous rayonnement, donc ça complique encore plus Voilà. Et puis alors, janvier, donc le 19 et 20 janvier, donc à un jour d'intervalle, 2 jours de suite, 2 accidents mortels. Donc des conditions de travail extrêmement difficiles. Autour de la centrale, vous verrez, ça devient un paysage familier, des hectares et des hectares de terrain occupés par les stocks de terre, de débris contaminés, stockés dans ces sacs. Probablement, c'est des sacs qui sont évidemment en plastique résistant, mais qui vont résister combien de temps. Et pour le moment, il n'y a aucun plan très précis pour savoir ce qu'on va en faire. Il était question de les emmener dans d'autres préfectures. Vous imaginez bien que les autres préfectures ne sont pas très enthousiastes pour ça. Donc pour l'instant, ça reste stocké à Fukushima. Et alors évidemment, le gouvernement encourage les gens à retourner à Fukushima suite aux travaux de décontamination. Enfin, quand on voit ça, c'est peu encourageant. Même sans avoir l'appareil de Bruno Charleron, on se doute que c'est peut-être pas aussi décontaminé que ça en a l'air. Des travaux de décontamination. Alors, je voudrais mon
diapo, si j'arrive jusque-là dans les temps, je voudrais vous montrer un peu un paysage de la critique antinucléaire, ou disons la critique de la gouvernance nucléaire. Donc y compris des gens comme Iwata Hassan. Comment se constitue ce paysage de la critique? Et là, alors je commence par un activiste, enfin un militant un petit peu spécial, parce que lui c'est un ancien employé de TEPCO, il s'appelle Yoshikawa, et il est jeune, il a environ 30 ans, et il a décidé d'arrêter de travailler à Fukushima Daiichi parce que il trouvait qu'il y avait une situation de plus en plus inquiétante, c'est l'absence, enfin pas l'absence, mais la réduction drastique d'ouvriers qualifiés sur le site. Donc c'était un problème qui était signalé par ailleurs, mais lui a décidé de quitter l'entreprise pour monter une ONG pour signaler sur les dangers de cette situation. Bon alors, pas concentrer trop sur son cas, mais c'est intéressant cette situation, c'est qu'en même temps il reste très attaché à TEPCO, donc ça rend pas sa critique très, très facile. Mais le fait est que de plus en plus, il y a des articles qui alertent sur la situation, sur le manque d'ouvriers qualifiés à Fukushima Daiichi. Même si ça vous intéresse, j'avais fait un article là-dessus il y a 2 ans sur le sujet, mais là maintenant ça devient vraiment, ça s'est installé dans le débat et c'est repris beaucoup, même par TEPCO et l'agence de sécurité nucléaire japonaise. Vous avez peut-être entendu parler de cette manga qui est paru l'an dernier, qui a fait pas mal parler d'elle, parce que c'est bien dessiné. C'est donc quelqu'un qui s'est fait embaucher comme ouvrier à Fukushima. Il n'avait pas d'expérience dans le secteur, et il a travaillé. C'est tout à fait réaliste comme... alors il y a des passages qui sont bons, qui peuvent être polémiques, mais c'est intéressant. Pour vous dire que la situation des ouvriers n'est pas complètement ignorée, mais... bon, c'est pas un sujet quand même très, très fréquent. Une autre personnalité intéressante et grâce à qui les amis qui sont dans les ONG à Tokyo ont des informations de toute première fraîcheur, c'est un jeune militant qui autrefois vivait à Osaka, qui assistait les travailleurs journaliers, qui a décidé de les suivre dans leur pérégrination à Fukushima. Et donc c'est grâce à des militants comme lui que les militants qui sont à Tokyo et dont je vais vous parler maintenant harcèlent le gouvernement, enfin harcèlent, c'est un peu fort, mais ils restent très polis, hein, mais disons, en tout cas obligent le gouvernement à rendre des comptes. Et ce depuis avril 2011, ils organisent à peu près environ à hauteur d'une réunion tous les 2 mois, des réunions donc avec le ministère de la Santé, du Travail, enfin toutes les agences gouvernementales impliquées dans la gestion de la crise. Donc à gauche en costard noir, ce sont évidemment les fonctionnaires, et à droite en chemisette, ce sont évidemment les militants. Alors bon, ça c'est un portrait très très vaste de ce que j'appelle donc la gouvernance nucléaire. Si vous voulez, le village nucléaire, hein, Genpatsuga, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Avec tout en haut les organisations internationales type AIEA, UNSCER, la CIPR, l'OMS, etc. Un cran en dessous, les sociétés d'électricité et les fabricants de réacteurs, ça on n'en parle pas assez. Et puis ensuite, donc, toutes les agences gouvernementales japonaises qui interviennent dans la gestion de la crise. Et la dernière en date, c'est le ministère pour la reconstruction, Fukushima. Et alors, la critique de cette gouvernance nucléaire, dont Iwata Hassan est un bon exemple. Personnellement, je suis, depuis, ceux avec qui je suis en interaction plus régulière, c'est parce qu'ils s'impliquent beaucoup dans la question des travailleurs. C'est tout d'abord le CNIC, Kenshin Kojo Hoshitsu, qui a été créé en 1975, même 10 ans avant la CRIRAC, par un ancien ingénieur nucléaire. Et puis alors beaucoup d'autres associations qui sont apparues après la catastrophe de 2011. Mais ce qui est flagrant dans ces réunions organisées avec le ministère, c'est qu'il n'y a aucun grand syndicat, et notamment la RENGO brille par son absence. Donc ce sont des tout petits syndicats, mais qui sont très étonnants par leur franc-parler.
et par leur capacité d'interpeller TEPCO et le gouvernement. Ça, c'est par exemple, c'est une lettre, enfin, ils en envoient régulièrement à TEPCO et au gouvernement. Alors, c'est signé en haut, donc en haut à gauche, c'est à l'intention de TEPCO, par exemple, puis en bas à droite, c'est signé, bon, c'est un petit syndicat, si vous voyez le bureau, c'est dans un immeuble qui tient à peine debout. Ouais, donc il y a vraiment une disproportion des forces, hein, à gauche TEPCO, à droite c'est syndicats, et néanmoins ils obtiennent ces réunions, ils obtiennent cette possibilité d'une confrontation. Alors, je ne dis pas qu'ils obtiennent des résultats tangibles en termes de protection pour les ouvriers, mais en tout cas ils obtiennent au moins le droit de questionner l'État dans la façon qu'il a de gérer la crise. Alors, ils contestent notamment le fait qu'il n'y a pas de suivi sanitaire des ouvriers pour les doses inférieures à 50 millisieverts, pas de suivi pour les contaminations internes inférieures à 2 millisieverts, pas de dosimétrie systématique pour les ouvriers qui font les tâches de décontamination donc en dehors de la centrale. Ils demandent aussi un accès sur la méthodologie qui va être mise en place pour une énorme enquête sanitaire qui sera réalisée auprès de 20 000 travailleurs. Ils aimeraient bien que les ouvriers ne servent pas seulement de cobayes à la science, mais qu'eux-mêmes aient un droit de regard sur la façon dont on les étudie. Et alors, c'est là-dessus que je voudrais insister maintenant, c'est les accidents du travail, j'en ai parlé. Et puis là, depuis décembre dernier, l'association pour la radioprotection, Japan Radiation, je ne sais plus quoi ça correspond à SS en anglais, Osasen Kyokai, donc disons c'est l'association de radioprotection officielle qui regroupe les médecins, les épidémiologistes proches des agences gouvernementales, ainsi que la Japan Atomic Energy Council, Genshiroku Inkai, le ministère de la Santé, etc., discutent beaucoup actuellement donc pour remettre les standards d'exposition des ouvriers à 250 millisieverts. Je dis remettre, hein, vous vous souvenez peut-être qu'entre donc tout de suite après la catastrophe, hein, dès le 14 mars 2011 et ce jusqu'à fin 2011, l'exposition pour les travailleurs qui était jusqu'alors de 20 millisieverts annuels ou 50 millisieverts en un an ou 100 millisieverts sur 5 ans, c'est un peu compliqué, excusez-moi, c'est pas ma faute, c'est les normes, c'est les recommandations de la CIPR, alors je reprends, 100 millisieverts sur 5 ans, ou bien donc distribué sur 5 ans, ça ferait 20 millisieverts par an, ou bien un maximum de 50 millisieverts sur 2 ans, excusez-moi. Enfin bref, toujours est-il que le ministère a décidé de remettre cette norme d'exposition à 250 millisieverts, donc entre mars 2011 et fin décembre 2011, et actuellement ils rediscutent de remettre ce standard à l'ordre du jour. Pourquoi ? Eh bien, à cause notamment du problème que j'évoquais tout à l'heure, du manque de travailleurs qualifiés qui... alors, pourquoi est-ce qu'on manque de travailleurs qualifiés maintenant ? Il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés, qui sont... En français on dit ils sont au taquet, c'est-à-dire qu'ils ont atteint la dose maximum qu'ils peuvent, que le régime officiel les autorise à encaisser en un an. Et la deuxième raison, c'est parce que, à supposer qu'ils ne soient pas encore au taquet, beaucoup trouvent les salaires trop faibles par rapport aux risques encourus. Et notamment, ils ont beaucoup de mal à obtenir les primes de risque promises par le ministère de l'Environnement. Oui, donc ça c'est les... Non, je vais passer là-dessus. Donc c'est différents documents qui... les différents colloques... Alors ils se réunissent à hauteur d'environ une fois par mois là, depuis décembre, mais si vous voulez, pour aller à la conclusion, c'est tout à l'heure, Iwata-san a évoqué le fait que les critères de radioprotection établis après la catastrophe de 2011 reposent en grande partie sur une mauvaise interprétation du rapport de la CIPR datant de 2007. Ce rapport est de nouveau en discussion actuellement. La CIPR devrait fournir une autre version d'ici avril.
Et de son côté, le gouvernement japonais devrait fournir, je dis gouvernement, non, c'est les agences qui travaillent pour le gouvernement, par exemple la JAIC, devraient fournir leur rapport d'ici le mois de mai pour savoir quelles normes d'exposition ils vont prendre pour les ouvriers pour les années à venir. Et on tend vers 250 millisieverts. Alors je vous passe le détail des discussions, mais en fait, la CIPR stipule qu'en cas de catastrophe, on peut exposer les ouvriers jusqu'à 500 millisieverts. Donc 250, c'était une sorte de compromis, si vous voulez se dire, bon, on va faire une mesure d'exception, mais ils avaient hésité à prendre 500 millisieverts parce qu'ils pensaient que ça reposait sur des études un peu anciennes. Et finalement, ils ont adopté 250 millisieverts. Alors, ça c'est un draft, un brouillon du rapport prévu pour, c'est pas le rapport final, mais et les militants de CNIC, etc., à Tokyo ont obtenu une copie. Et ce qu'ils voient déjà dans le biais majeur de ce rapport, c'est qu'on tend à statuer sur le nouveau 250 millisieverts comme une norme sûre, disons sans danger. Et donc, eux contestent évidemment le fait que ça serait sans danger. Excusez-moi, je vais un peu vite, mais pour essayer de gagner plus de temps pour le débat, parce que ça en a apporté beaucoup d'infos fraîches. Alors, il a exposé le fait que le gouvernement faisait beaucoup reprenait, quand je dis gouvernement, ils ont la gouvernance nucléaire. Donc, les acteurs, il y a des épidémiologistes, par exemple, ce médecin, dont sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, Yamashita Shunichi, de la faculté de médecine, qui était jusqu'à peu de temps à la faculté de médecine de Fukushima, était parmi ceux qui déclaraient qu'entre 100 millisieverts, il n'y avait pas de danger. Et puis, ça a été assez vite critiqué par des militants sur le terrain. Et puis ensuite, très vite, on a vu arriver les gens de la CIR, CIPR un peu moins, mais surtout la IEA, l'OMS, etc. Donc on a beaucoup de militants, oui, lapsus, de militants pro-nucléaires, voilà, comme ça, versus des militants anti-nucléaires, mais je pense que le débat est plus compliqué que pro et anti-nucléaire. Le débat tourne comment gérer la catastrophe. Donc c'est pour ça que je crois qu'il vaut mieux parler de gouvernance nucléaire ou pro-nucléaire d'un côté, contre critique de la gouvernance nucléaire de l'autre. Vous connaissez Bruno en bas à droite, M. Kees-Barrelstock, épidémiologiste, etc. Alors, dans le débat au Japon, je pense que si on se contente de lire le journal Yomiuri ou même le journal Asahi, on va entendre plus souvent les gens de la IEA que Bruno, malheureusement. C'est pas du tout à armes égales. On a aussi des personnes qui sont dans des situations intermédiaires, comme par exemple le professeur Kosako de l'Université de Tokyo, qui avait fait une sortie très remarquée fin avril 2011, quand il avait donné sa démission en larmes devant la NHK, pour dire qu'il ne pouvait pas admettre qu'on expose des enfants à une norme de 20 millisieverts. Et il avait fait la comparaison. Il avait dit, des critères pareils, c'est 20 millisieverts, une norme de 20 millisieverts annuels, c'est les critères pour des ouvriers de mines d'uranium ou dans les centrales nucléaires. Donc lui-même faisait cette comparaison entre le citoyen lambda et puis les ouvriers. De fait, en tout cas, la préfecture de Fukushima est devenue un peu comme une vaste zone contrôlée. C'est-à-dire que zone contrôlée, c'est le terme utilisé dans une centrale nucléaire pour désigner les zones les plus à risque, les plus exposées aux rayons ionisants. Maintenant, ça c'est à Kolyama, on voit des dosimètres comme ça, on voit les enfants vont à l'école avec leurs dosimètres. Donc, pour moi, une situation complètement dingue, c'est qu'on voit des enfants avec des comportements face au risque, face aux rayons ionisants, comparables à ceux que doivent adopter les ouvriers dans des centrales nucléaires. Ça, c'est le film de Land of Hope, vous avez peut-être vu. Alors,
parmi ceux qu'on appelle les Goyo-gakusha en japonais, donc les... toujours du mal à traduire ça en français, disons les... Ouais, les experts au service du gouvernement, voilà. Nagataki Shigenobu m'avait dit, alors j'avais évoqué avec lui la sortie de M. Kosako. Il m'a dit, ah oui, mais tu sais, Kosako, il regrette d'avoir dit ça, il regrette d'avoir dit que 20 millisieverts c'était dangereux. Alors j'ai attendu un peu, puis je suis allé voir M. Kosako qui me dit, non, je ne regrette absolument pas. Donc ça montre deux choses. Première chose, que lui est un gros menteur, mais ça on s'en doutait. Deuxièmement, il y a des personnes qui sont en situation intermédiaire. C'est le cas de Kosako-san, mais pas simplement. Il n'est pas le seul. C'est-à-dire intermédiaire au sens où il reste dans la gouvernance nucléaire, au sein de la gouvernance nucléaire, et par exemple, il fait partie du débat, vous voyez, ça c'était donc une réunion fin février. Donc dans le débat sur faut-il remettre la norme pour les ouvriers à 250 millisieverts ou pas, il est dedans et il occupe et lui, enfin, d'après les résumés du débat, c'est pas nominatif, mais je crois qu'il va aussi dans ce sens-là. Donc c'est pas du tout, quelqu'un comme Kosako, c'est pas du tout un anti-nucléaire. C'est pour ça que les catégories ne marchent pas. C'est pour ça que je vous encourage à faire attention. Je trouve que anti-nucléaire, ça marche pas. Et néanmoins, ce qu'il dit peut être utile pour la critique de la gouvernance nucléaire, c'est-à-dire de la façon dont le gouvernement japonais gère la crise. Alors, si on essaye, je passe sur aussi quelqu'un comme par exemple Elisabeth Cardis, qui a dirigé beaucoup d'enquêtes épidémiologiques sur les ouvriers du nucléaire et qui sont utilisées par la critique, notamment les ouvriers, les militants que j'évoquais tout à l'heure, parce que son enquête sur une énorme cohorte de près de 400 000 ouvriers sur une quinzaine de pays montre qu'il y a des risques en dessous de 100 millisieverts. Comme Iwata-san l'a bien expliqué, en anglais l'expression de « no significant increase », ça ne veut pas dire « no increase ». Mais « no increase », c'est la conclusion que l'AIEA a voulu faire passer non seulement pour les enquêtes sur les ouvriers, mais aussi pour le soi-disant rapport définitif sur Tchernobyl, qui date de 2005. Et donc Hardy, c'était un des auteurs, mais aussi Yamashita Shinichi. Et elle m'a expliqué, c'est aussi un problème, un des problèmes fondamentaux, c'est l'interprétation qu'on fait de ces rapports. Même s'ils sont très conservateurs, ils ne sont pas aussi conservateurs que l'AIEA pousse ou entend ou voudrait le faire croire. Donc ça, c'était une confrontation au sommet entre M. Nagataki à droite et M. Tsuda que Iwata-san nous a présenté tout à l'heure et qui était là à la conférence de CSRP fin novembre et qui c'est un épidémiologiste confirmé et qui combat vigoureusement point par point les aberrations avancées par des experts, soi-disant experts comme Nagataki, notamment le soi-disant screening effect. Iwata-san nous a bien présenté ça. Alors, conclusion, un petit panorama de la critique telle qu'elle se présente au Japon. Donc, oui, en haut à droite, non, en haut à gauche, ce sont, disons, les experts les plus... ceux qui disent les choses les plus énormes. Par exemple, comme en dessous de 100 millisieverts, il n'y a pas de danger, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et puis il y a ceux qui s'inquiètent un peu, mais en même temps, il faut bien gérer la crise. Donc, s'il faut que faire avec cet énorme monceau de caca qu'est Fukushima Daiichi, eh bien, pourquoi éventuellement ne pas surexposer les ouvriers jusqu'à 250 millisieverts? C'est un sacrifice, certes, mais peut-être nécessaire pour éviter les plus grandes catastrophes. Ou des experts comme des épidémiologistes comme Elisabeth Cardis qui publient des résultats importants, scientifiquement très fondés, mais qui en même temps ne sont pas des gens qui montent au créneau pour critiquer les affirmations péremptoires de l'AIEA ou du gouvernement japonais.
Et puis vous avez les épidémiologistes comme M. Tsuda, Michel Fernex, des ingénieurs nucléaires comme Koide-san, et puis des militants, voilà, à gauche, Batasan. Voilà. Lui, c'est M. Ishimaru Koshiro, qui était un des rares militants antinucléaires à Tomioka, donc la petite ville, la petite bourgade près de Fukushima Daini où j'avais fait mon terrain en 2002. Je veux dire, quand j'étais allé voir en 2002, il était bien seul. Hein. Il a vécu 40 ans là-bas. Aujourd'hui, il s'est installé à Iwaki et il apporte son aide aux travailleurs journaliers qui continuent à travailler à Fukushima Daiichi. Quelqu'un que j'estime beaucoup. Alors, il y a aussi les politiques. Vous voyez, Ishimaru Koshiro, lui, il est soutenu par... c'est son passé politique, enfin syndical qui fait ça, il est soutenu par le Shaminto. À Iwaki, il y a un député du Kyosanto, qui est M. Watanabe, qui est très actif. Il y a aussi, vous connaissez Yamamoto Taro, un ancien acteur devenu député. Donc il a créé son parti, Seikatsunoto, marginal mais très actif. Et puis aussi, alors, d'anciens, donc M. Koizumi, ancien Premier ministre, qui n'était pas du tout un anti-nucléaire avant la catastrophe de Fukushima, mais qu'il est devenu activement, et notamment il est monté au créneau activement pendant la campagne pour les élections à la mairie de Tokyo en janvier 2014. Alors il a échoué, il soutenait M. Osakawa, également un ancien Premier ministre. Donc on a vraiment, à la fois sur le plan idéologique, sur les parcours de militants, sur les parcours politiques, on a un paysage de la critique, enfin de la gouvernance nucléaire et de sa critique, un paysage très complexe. Mais très intéressant à analyser, non seulement la confrontation, si vous voulez, entre la critique nucléaire et la gouvernance nucléaire, mais aussi les critiques internes. Par exemple, les dissensions au sein de ce qui ressemble, vu de position d'antinucléaire comme le village pro-nucléaire. C'est important d'être attentif aux dissensions dans ce village, s'il existe. Et alors évidemment, aussi les personnes qui sortent qui étaient par exemple dans l'establishment nucléaire et qui en sont sortis pour porter c'est le cas notamment de Kees Barrestock, pour s'engager. Alors maintenant il est clairement très engagé auprès de Iwata-san dans cette critique de ce que la gouvernance nucléaire fait de pire en matière de mensonges. Voilà, je vous remercie.